Bonjour à tous et bienvenue dans ce texte 12, comme j'ai dit, va être centré sur l'œuvre Germinal d'Émile Zola, et plus précisément sur le chapitre 4, la mine infernale. Donc comme d'habitude, je vais appliquer la méthode du bac avec les différentes étapes pour vous présenter ce texte. Donc c'est parti. Germinal. Germinal est une œuvre d'Émile Zola, composée en 1885 par Émile Zola. Émile Zola est un grand écrivain, donc essentiellement romancier français de la deuxième moitié du 19e siècle. Il a été influencé, donc pour la petite anecdote et pour faire un retour entre guillemets au passé, dans ses travaux par Honoré de Balzac, donc, qui était l'auteur qui faisait l'objet de nos précédents textes, et donc qui faisait l'objet de la séquence, globalement, parce qu'il y avait 3 textes sur la peau de chagrin de Balzac. Et du coup, c'est pour ça que c'est à la même époque, c'est pour ça qu'on peut comparer, et notamment on pourra comparer les derniers textes avec la nuit de débauche, donc avec tous les inconvénients de cette nuit, enfin du réveil, etc., le dévastateur, comme on l'avait dit, destructeur, dans la vidéo précédente, avec le texte maintenant, la mine infernale, où on va étudier les conditions de vie des prolétaires qui sont totalement désastreuses, horribles, effroyables, pitoyables, etc., que nous pouvons également constater, enfin que nous allons également constater. Et donc, cette œuvre, d'un point de vue global, Germinal, raconte la vie d'Étienne Lantier, qui est un ouvrier qui s'est fait virer de son ancienne entreprise et qui est maintenant embauché dans la nouvelle mine, donc dans la mine de Montsou, où il va découvrir les conditions de vie de cette mine qui sont totalement effroyables, dévastatrices, destructrices d'un point de vue humain, enfin qui sont inhumaines. C'est pour ça que je dis destructrices d'un point de vue humain. Et de plus, dans le texte, on va le voir, enfin dans l'œuvre plutôt, il va apprendre que la direction va réduire les salaires, alors que les salaires sont déjà minables. Et il va essayer de créer un mouvement, enfin il a le désir, donc Lantier, Étienne Lantier a le désir de se révolter en créant un mouvement un petit peu de rébellion qui vise un petit peu à se révolter pour des meilleures conditions de travail. Cependant, on va voir que l'œuvre raconte que ça va pas forcément être simple. Néanmoins, l'extrait qui fait l'objet de notre étude, comme j'ai dit, est le chapitre 4 intitulé La mine infernale, et l'extrait précis que nous allons présenter, analyser, met en exergue les conditions difficiles de travail des ouvriers, donc autrement appelé d'un point de vue un peu plus péjoratif, mais actuel pour cette époque, c'est prolétaires dans les mines. On va voir toutes les conditions difficiles, l'horreur un petit peu qui s'y trouve, avec notamment comme personnage clé l'ouvrier s'appelant Maheu. Donc voilà, donc je vais lire en entier, donc comme d'habitude, à chaque fois pour le bac, je vais pas préciser dans les autres textes, mais parce que vous commencez peut-être à avoir l'habitude dans mes vidéos. Je lis le texte en entier, évidemment, même si l'examinateur vous arrêtera au bout d'un moment. Donc, généralement, par exemple, là, le texte, vous allez voir, il est composé sous forme de 3 paragraphes, donc 2 grands, et dans le premier grand, on va dire, il y en a 2 petits. Et par exemple, parfois, là, je vais lire le premier petit, et parfois, les examinateurs arrêteront là, hein, parce que pour rappel, l'oral, il y a 20 minutes, où il y a 10 minutes de présentation d'un texte, donc avec environ 2 minutes, il faut prévoir en gros 2 minutes, 4 minutes au total, donc 4 minutes avec genre 2 minutes d'introduction, donc 1 minute 30 d'introduction, 1 minute d'introduction, 30 secondes de lecture et 30 secondes d'explication de la problématique et du plan, à peu près, ou 1 minute 30 d'introduction et environ 30 secondes avec 15 secondes de lecture et 15 secondes de problématique plan. Puis le texte sur 6 minutes, puis la conclusion en 2 minutes avec 1 minute 30 de conclusion et 30 secondes d'ouverture ou 15 secondes d'ouverture. Donc 1 minute 45 de conclusion et 15 secondes d'ouverture. Voilà approximativement. Et ensuite, il y a 2 minutes de questions de grammaire. Donc des questions de grammaire qu'il faut analyser, développer, etc. Et ensuite, 1 minute de présentation d'une œuvre complémentaire de votre choix en rapport avec le texte. Voilà, il faut expliquer un petit peu les raisons du choix, résumer l'œuvre, créer les liens et développer, analyser, etc. Donc voilà, et tout ça, ça va venir en 20 minutes. Donc évidemment, moi, je fais des vidéos plus longues, mais je détaille tout. Donc voilà. Et donc, je vais commencer la lecture pour reprendre notre analyse texte 12. C'est parti. C'était Maheu qui souffrait le plus. En haut, la température montait jusqu'à 35 degrés, l'air ne circulait pas. L'étouffement à la longue devenait mortel. Il avait dû, pour voir clair, fixer sa lampe à un clou près de sa tête. Et cette lampe qui chauffait son crâne achevait de lui brûler le sang. Mais son supplice s'aggravait, surtout de l'humidité. La roche au-dessus de lui, à quelques centimètres de son visage, ruisselait d'eau. De grosses gouttes continues et rapides, tombant sur une sorte de rythme entêté toujours à la même place. Il avait beau tordre le cou, renverser la nuque. Elle battait sa face, s'écrasait, claquait sans relâche. Au bout d'un quart d'heure, il était trempé, couvert de sueur lui-même, fumant d'une chaude buée de lessive.
Ce matin-là, une goutte s'acharnant dans son œil le faisait jurer. Il ne voulait pas lâcher son havage, il donnait de grands coups qui le secouaient violemment entre les deux roches, ainsi qu'un puceron pris entre deux feuillets d'un livre, sous la menace d'un aplatissement complet. Pas une parole n'était échangée. Ils tapaient tous, on n'entendait que ces coups irréguliers, voilés comme lointains. Et comme lointains. Les bruits prenaient une sonorité rauque, c'est toujours la petite référence au cri rauque au texte précédent, pour la petite anecdote, sans un écho dans l'air mort. Et il semblait que les ténèbres fussent d'un noir inconnu, épaissis par les poussières volantes du charbon, alourdis par des gaz qui pesaient sur les yeux. Les mèches des lampes, sous leurs chapeaux de toile métallique, n'y mettaient que des points rougeâtres. On ne distinguait rien, la taille s'ouvrait, montait ainsi qu'une large cheminée plate et oblique, où la suie de 10 hivers aurait amassé une nuit profonde. Des formes spectrales s'y agitaient, les lueurs perdues laissaient entrevoir une rondeur de hanche, un bras noueux, une tête violente, barbouillée comme un crime. Parfois, en se détachant, luisaient des blocs de houille, des pans et des arêtes, brusquement allumés d'un reflet de cristal. Puis tout retombait au noir. Les rivelaines tapaient à grands coups sourds. Il n'y avait plus que le halètement des poitrines, le grognement de gêne et de fatigue, sous la pesanteur de l'air et l'appui des sources. Voilà donc pour la lecture complète du texte. Maintenant, nous pouvons énoncer la problématique. Je cite: comment Zola met-il en scène la force destructrice de la mine? Comment Zola met-il en scène la force destructrice de la mine? Donc, autrement dit, comment Zola, à travers ce texte, présente la mine comme un endroit assez dévastateur, destructeur de l'humain. Comment ça déshumanise l'humain, comment ça déploie les conditions inhumaines, atroces dans la mine. Comme premier mouvement des lignes 1 à 12, on peut relever la découverte de Maheu, un personnage présenté comme un homme déshumanisé. J'ai bien une antithèse dans votre terme. C'est un homme, Maheu, c'est un humain, et qui est présenté au fur et à mesure, qui se déshumanise, qui est présenté comme déshumanisé par les souffrances qu'il subit dans la mine. Donc, la première partie se centre sur Maheu, le personnage de Maheu dans la mine. Et dans la deuxième partie, Maheu, entre guillemets, disparaît, il n'est plus le centre du sujet. On se centre sur la mine, donc Maheu n'est plus là, entre guillemets. On se centre vraiment sur le lieu, on étudie plus particulièrement ce lieu. Ce qu'on pourrait se dire, c'est peut-être Maheu qui n'est pas très fort, ou qui ne sait pas trop travailler dans une mine. En fait, non, c'est Maheu qui subit le problème. Et quand on comprend que c'est bien la mine le problème, et ben on va l'analyser plus précisément, on va voir que c'est effectivement bien la mine le problème, dans un second temps des lignes 13 jusqu'à la fin. Autrement dit, des lignes 13 à 24. Je vais à présent, donc maintenant, commencer la lecture analytique avec le premier mouvement qui débute le texte, et notamment le texte débute lui-même par le présentatif c'était Maheu, qui introduit justement le personnage de Maheu, l'homme qui est Maheu. Le superlatif qui suit, qui souffrait le plus, introduit d'emblée nous présente direct une souffrance. Déjà, on sait que Maheu, c'est celui qui souffre le plus, donc je parle des le plus, indique que Maheu a toute la charge de la souffrance, et c'est celui qui a le plus le besoin d'aide, entre guillemets, on pourrait dire d'admiration. C'est peut-être cela que cela veut nous faire... c'est peut-être sur cette idée-là, que cela veut nous faire réfléchir. Et donc, rien qu'au début du texte, on a déjà une idée de souffrance. La souffrance, elle commence déjà. Sans même description, on sait qu'il va y avoir de la souffrance dans la mine. Et que Maheu va souffrir au passage, va souffrir dans cette mine. On fait donc toujours à la ligne 1 et à la ligne 2, après donc la séparation des propositions marquées par le point, la ponctuation qui est un point, nous retrouvons un rythme ternaire. Donc c'est les rythmes ternaires, c'est-à-dire en 3 temps. Un rythme binaire, un rythme normal, c'est un rythme en 1 temps. Rythme binaire, c'est en 2 temps, et ternaire en 3 temps. Donc on retrouve un rythme ternaire en 3 temps marqué d'une gradation et présenté par les termes suivants. Donc la température montait jusqu'à 35 degrés, premier terme. L'air ne circulait pas, deuxième terme. L'étouffement à la longue devenait mortel, troisième terme. Et il y a une gradation puisqu'au début, on a l'information que la température monte jusqu'à 35 degrés, donc ce qui est assez chaud, c'est le cas de le dire en plus. Ensuite, l'air ne circulait pas, donc déjà il fait chaud. Ensuite, l'air ne circule quasiment plus, donc l'air ne circule pas, même il ne circule pas du tout, donc ça devient presque mortel. Et justement, il faisait presque l'étouffement causé par le manque de circulation d'air et par la hausse de la température, créer un étouffement qui devenait presque mortel. Donc on passe de quelque chose qui peut nous faire souffrir à quelque chose qui devient grave et quasiment mortel. Donc il y a vraiment une gradation causée par ce rythme ternaire des lignes 1 et 2. Au niveau du temps du texte,
Donc on est dans le temps de récit. En effet, il y a les actions sont présentées à l'imparfait par les verbes montait, ne circulait, devenait, ligne 1-2. Il y a aussi du plus que parfait, hein, il avait dû, ligne 2. Ensuite, il y a les autres imparfaits qui chauffaient, achevaient, s'aggravaient, ruisselaient, etc. etc. Bon, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a plein, mais là, des lignes 1 à 6, il y a tous ces imparfaits qui indiquent le temps du récit, un enchaînement d'actions, donc évidemment négatif, mais pour l'instant, il n'y a pas d'interruption soudaine. Et peut-être, pour comparer au texte précédent, peut-être que nous pourrons souligner qu'il va y en avoir une juste après. Ça va être le suspense, la surprise qui va venir. De savoir si oui ou non, en tant que temps de récit, entre guillemets, y aura-t-il un passé simple qui viendra, entre guillemets, tout chambouler, qui viendra créer un effet d'interruption, un changement. Donc, je continue un petit peu la lecture avec la ligne 4. À la ligne 4, donc au début de la ligne 4, le groupe verbal, donc avec l'infinitif brûler, brûler le sang, le groupe verbal brûler le sang, composé, donc introduit par l'infinitif brûler, renforce l'idée de la souffrance de la mort, cette idée un petit peu qui tourne autour de la souffrance, la mort, brûler le sang, le fait qu'il attache sa lampe à un clou près de sa tête, il est presque on pourrait presque comprendre, si on lit vite, qu'il se cloue la lampe à la tête, et surtout la chaleur le brûle le sang. En fait, il y a une idée de violence, quoi. Pour travailler agréablement, parce que c'est très sombre, hein, une mine c'est très sombre, il est obligé quasiment d'accrocher pour pouvoir travailler, pour avoir accès à ses mains et pour y voir quelque chose. Et on comprend qu'il est obligé de s'accrocher une lampe brûlante, les lampes brûlantes de l'époque, autour de sa tête. Donc déjà, il voit rien, donc c'est difficile de travailler. Ensuite, il a la lampe chaude qui lui brûle la tête et qui lui brûle les yeux. Et c'est presque à lui brûler le sang, presque mortel. Et pour travailler, donc c'est vraiment difficile. Et surtout, comme on le sait, bon, ça c'est pas décrit dans le texte, mais comme on le sait, faut pas trop le dire quand c'est dans le texte, mais on peut le souligner en ouverture, en introduction. Les salaires sont minables. Donc, travailler de manière difficile, presque se tuer au travail pour avoir un salaire misérable, c'est totalement honteux. Et ensuite, l'hyperbole, toujours ligne 4, son supplice s'aggravait, déploie la gravité, la situation, ça déploie, ça amplifie la terreur, l'horreur. Son supplice s'aggravait, il est presque en train de supplier Enfin, il y a presque un supplice, c'est-à-dire que c'est horrible, on est proche de la mort, le supplice de la mort, c'est un peu cette idée-là. Pour la petite comparaison anecdotique, on pourrait presque croire le supplice dans Harry Potter, la Harry Potter 5, l'Ordre du Phénix, à un moment Dumbledore, là, non c'est le 6, excusez-moi, où ils trouvent leur crux, là, le collier de serpent, il doit boire l'espèce de boisson dégueulasse, là, excusez-moi, de langage familier dans la grotte, je sais pas si vous avez la référence pour l'anecdote, mais en tout cas, il supplie quasiment de le tuer pour pas souffrir. Bah là, on pourrait presque croire, comparé avec ce supplice, où on pourrait presque croire que Maheu a presque envie de mourir que souffrir. Enfin, c'est mieux de mourir que souffrir. Enfin, en soi, c'est ça. C'est de manière philosophique et réelle, c'est mieux de mourir directement, simplement, que de souffrir. La souffrance, c'est la pire mort. Enfin, c'est la mort la plus horrible. Ou le pire, c'est parfois... Je dis pas que mourir, c'est moins pire que de souffrir, mais globalement, c'est un peu le cas. Genre, si on souffre beaucoup, qu'on meurt pas, ça veut dire qu'on est vivant et on vit, on a le moment de vie avec ses souffrances. Donc, c'est vraiment atroce. Et c'est ce que veut témoigner Zola à travers la mine. Cette idée des ouvriers prolétaires qui souffrent, qui sont très mal payés, qui se donnent à fond, presque à se tuer, ils se donnent presque la mort pour essayer de nourrir de manière misérable, misérablement leur famille, leur foyer, où ils ont généralement une femme, des enfants, ils vivent dans un logement insalubre. C'est tellement honteux, déshonorant, déshumanisant, ce qu'elle veut dire, c'est inhumain. Ensuite, pour finir, le premier sous-paragraphe du premier paragraphe, enfin, le premier paragraphe du premier mouvement se termine à la ligne 6 avec le participe passé entêté se rapportant donc comme un rythme qui définit un petit peu le son produit par la source sonore qui est le ruissellement d'eau, là, la roche qui fait tomber des gouttes d'eau continues et rapides, ce qui peut devenir un bruit un petit peu agaçant, énervant, matrixant, enfin dans le sens qui vise à rendre fou, entre guillemets, ce bruit qui devient mortellement horrible, enfin qui devient mortel, entre guillemets, de point de vue sonore à écouter. C'est ça qui continue de définir, enfin qui définit la souffrance sonore et qui accentue encore cette idée, qui pousse un petit peu l'idée de la souffrance, qui amplifie encore une fois cette idée de souffrance que nous voyons à travers le texte. Et ce passage où on parle de la roche devient sujet, on s'intéresse à la roche qui produit une souffrance sonore. Maheu commence à être déshumanisé dans le sens où déjà
pendant un instant, il y a une pause, il y a une interruption, c'est-à-dire que maintenant on s'intéresse. C'est plus exactement Maheu le sujet, mais c'est la roche. Et on commence, ça introduit la deuxième partie, on arrive à la deuxième partie dans le sens où on s'introduit aux éléments de la mine. Au début, on s'intéressait vraiment à Maheu, les souffrances de Maheu. Et là, petit à petit, il est déshumanisé dans le sens où on s'intéresse plus à lui. Il est déshumanisé par les souffrances et on s'intéresse surtout, entre guillemets, aux souffrances euh, que subit Maheu. Mais enfin, quelles sont les causes de souffrance? C'est par exemple la souffrance au nord avec la roche, la souffrance de la sombritude de la grotte qu'on va voir juste après, mais aussi un petit peu voilà les difficultés pour même progrès technique. Au niveau des progrès techniques, c'était pas très développé, le confort est très peu, voire même pas du tout, parce qu'elle est déjà pas du tout présent, etc. Ensuite, néanmoins, après cette interruption avec la roche, où la roche était le sujet, un petit peu faisait le sujet, on revient un petit peu sur Maheu, parce qu'on est quand même toujours en premier mouvement, c'est pour ça qu'on n'a pas séparé. C'est pour ça que les deux premiers paragraphes appartiennent au premier mouvement et que c'est pas les deux deuxièmes. Enfin, c'est pour ça que le premier n'est pas le premier mouvement et les autres deuxième mouvement. C'est pour ça, autrement dit, c'est pour ça qu'on reste toujours dans le premier mouvement, puisqu'il y a un retour à Maheu avec des groupes verbaux. Je suis à la ligne 7, tordre le cou, renverser la nuque, qui indique la confort, donc qui indique les postures, qui nous montrent quelle posture doit prendre Maheu. Donc des postures qui sont juste inconfortables et horribles pour essayer justement de trouver un minimum de confort, pour essayer de travailler. Donc pour essayer de travailler, Maheu doit se débattre à tordre le cou, donc presque à se faire un torticolis pour travailler, et en plus renverser la nuque. Enfin, c'est complètement... C'est inhumain, c'est inhumain. C'est pour ça que c'est le côté déshumanisant qui est vraiment surligné. Là, on n'est même plus sur le soulignage, on est sur le surlignage. Et en fait, cette contrainte, déjà, tout d'abord, la contrainte qui est, comme je reviens un peu au passé, hein, le fait qu'il doit accrocher la lampe près de sa tête, c'est pour voir quelque chose, parce qu'on voit rien, et comme il a besoin de ses mains pour travailler, il va pas tenir dans une main la lampe et dans l'autre taper un coup de marteau, parce qu'il a besoin de ses deux mains pour travailler, et pour voir quelque chose, bah, il est quasiment obligé d'accrocher sa lampe, parce qu'il n'y avait pas de lumière LED de Jiffy dans les grottes. Hein. Les grottes étaient étroites, sombres, c'est vraiment noir ce qu'elle veut dire, parce que c'était sombre. Et ensuite, euh, là, ces groupes verbaux, là, tendre le cou, renverser la nuque, ça c'est pour éviter d'entendre le bruit agaçant, très enfin, mortel, entre guillemets, d'un point de vue sonore, très, comment dire, déstabilisant, causé par la tombée, enfin le ruissellement d'eau que produit la roche. Voilà, c'est pour éviter. Et on voit que pour essayer de travailler de manière confortable, en fait, il est obligé de travailler de manière inconfortable. Ça paraît un peu antithétique ce que je viens de dire, mais c'est réel, c'est la réalité. Toujours à la ligne 7, donc comparé au texte précédent, il y avait un enchaînement d'accumulation, plusieurs accumulations environ 5. Et bah là, il y a de nouveau donc un enchaînement de rythme ternaire, de nouveau un rythme ternaire par les termes battait sa face, s'écraser et claquer sans relâche, ligne 7 et 8. Donc c'est donc le elle, le pronom personnel de la troisième personne, le pluriel elle, se rapporte aux gouttes, définissent les gouttes d'eau qui tombent de la roche, battait sa face, donc l'attaquer quand même s'il se tord le cou, il essaye de s'écarter, bah en fait ça sert à rien. En plus elle s'écrase et claque sans relâche. Elle claque, ça fait clac, 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 c'est un bruit assourdissant, désobligeant. Et en plus, voilà, ça s'écrase, ça s'aplatit, ça le salit, parce que c'est des gouttes de sale de la grotte, hein. C'est pas une eau cristalline ou Evian, on est vraiment dans une grotte, donc c'est des gouttes d'eau qui ont touché la roche sale, toute charbonnée, toute, je ne saurais quel minéraux on pourrait le dire, mais en tout cas, c'est des gouttes qui s'écrasent et qui claquent sans relâche. Donc il y a autant une douleur physique, enfin provoquée sur son visage, une douleur matérielle, entre guillemets, provoquée par la goutte d'eau, que auditive, sonore, provoquée par la tombée, en fait, la tombée, le fait de le claquement. Sauf que ça doit résonner dans ce côté étroit. La mine qui est étroite. Quoi. Toujours à la ligne 8, donc là on continue sur la ligne 8, l'indicateur temporel au bout d'un quart d'heure suivi du plus que parfait, il était trempé, et du nom commun sueur, dénonce encore une fois donc, la dégradation de la situation, en projetant un côté encore insupportable. Donc là on est toujours dans l'accentuation, le déploiement, l'amplification à chaque fois, hein, des termes qui gradifient, avec une gradation ascendante, de la souffrance. Ça gradifie vraiment en abondance intensément la souffrance que subit le pauvre personnage de Maheu. Ensuite, la métaphore d'une chaude buée de lessive. Donc, c'est une métaphore parce qu'il n'y a pas d'outil de comparaison. Hein. Il était trempé, couvert de sueur lui-même, fumant d'une chaude buée de lessive. Donc, ces gouttes d'eau qui lui provoquent une sueur ressemblaient, enfin, on pourrait les comparer à une chaude buée de lessive. C'est une comparaison sans outil de comparaison. Donc, c'est bien une métaphore. À la ligne 9, qui encore une fois accentue la souffrance. Et une chaude buée de lessive, c'est quand même déjà l'adjectif chaude. Chaude, ça veut dire que ça fait souffrir, c'est très chaud.
Ensuite, la buée, c'est vraiment c'est un air un peu désagréable qui désoblige à travailler, qui est désobligeant, qui est très insatisfaisant, qui est très difficile à supporter. Et lessive, c'est un peu péjoratif, la lessive, super quoi. Il se prend un air brûlant de machine à laver. Enfin, j'exagère, hein, évidemment, ça n'existait pas du tout à l'époque, mais c'est pour exprimer un peu le côté très très désobligeant, très désagréable, inhumain de la situation. À chaque fois, en fait, il faut accentuer. Ça paraît peut-être répétitif ce que je dis, et même le texte paraît répétitif. Bon, en soi, c'est bien la réalité. À chaque fois, on est toujours dans une accentuation, une amplification des effets négatifs produits. Et pour finir ce premier mouvement, des lignes 10 à 12, on a cette fois-ci une réelle comparaison avec l'outil de comparaison ainsi qu'un, où on compare en fait Maheu à un puceron. Donc on compare Maheu qui est compressé dans une grotte toute noire, toute sombre, avec des bruits insupportables. Donc il est compressé, il est écrasé dans un noir où il voit rien. Il entend des bruits assourdissants. Il a du mal à travailler, donc il est écrasé dans cette atmosphère assez inhumain. Et on pourrait le comparer à un puceron qui est écrasé entre, comme il est dit, des lignes 11 et 12, entre deux feuillets d'un livre sous la menace d'un bâtiment complet. Donc un puceron qui est entre deux feuillets d'un livre, bah, quand on ferme le livre, il est écrasé complètement. Bah, là, c'est un peu pareil, on pourrait comparer ces 2 pages de livre par les 2 blocs de roche qui entourent Maheu et qui font pression sur lui, sous peine un peu de l'écraser par le bruit assourdissant et la visibilité réduite, voire nulle. Et c'est ce qui insiste, cette comparaison accentue au plus haut point, c'est un peu le sommet de l'accentuation de la douleur que subit Maheu. La douleur qui peut lui être quasiment, décrite comme quasiment fatale, mortelle. Voilà pour ce premier mouvement avec le grand paragraphe composé des 2 sous-paragraphes, on va dire des 2 mini-paragraphes. Nous voici maintenant à l'arrivée du deuxième paragraphe, du deuxième mouvement, du deuxième grand paragraphe, mais qui nous indique le deuxième mouvement. On pourrait dire, si on compte vraiment les paragraphes, c'est le troisième, mais comme les 2 premiers sont plus petits, on pourrait dire c'est le deuxième grand paragraphe. Bref, dans ce deuxième grand paragraphe, Maheu, comme j'ai dit, a disparu. Enfin, c'est pas qu'il a disparu, il a été enlevé ou il est mort, c'est qu'il est plus présent. Là, dans le sens où on change, la caméra se tourne, on s'intéresse, on se centre sur le lieu en lui-même. Donc, au début, on se centrait sur le personnage, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'il subit, et maintenant, on va se centrer sur le lieu, parce qu'on a compris maintenant, comme je l'ai dit en introduction, que c'est le lieu le problème, et on va se centrer sur le lieu qu'est la mine. Et donc, le lieu est introduit à la ligne, donc c'est la ligne 13, excusez-moi, 13, par la négation n'est échangé, négation restrictive, donc il y en a 2, il y a n'est échangé et n'entendait. Donc je cite, ligne 13, pas une parole n'est échangée, donc la négation restrictive composée, accordée entre guillemets au plus que parfait est échangée et on entendait, souligne que c'est une atmosphère sonore très désagréable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole, donc pas de discussion, pas d'ambiance entre guillemets humaine positive. Voilà, donc pas d'ambiance, parce que l'ambiance généralement c'est plus positif. Quand on dit le mot ambiance, ça connote vraiment cette idée positive, cette idée cool, de détente, bonne atmosphère, etc. Et néanmoins, à côté, il y a la négation affective, on entendait, c'est-à-dire que le seul bruit qu'on entend, la seule ambiance entre guillemets qui est présente, c'est une ambiance négative qui est marquée par les coups. Ces coups, je sais, on n'entendait que ces coups irréguliers, voilés et comme lointains. Donc c'est ces coups qui sont présents, ces coups des gouttes d'eau, des gouttes de la roche, qui sont très désagréables à entendre. Et donc ligne 14, ces adjectifs qui qualifient les coups, irréguliers et voilés, accentuent un petit peu le relève de l'atmosphère de la mort. Ces coups irréguliers, donc on ne sait pas quand ça arrive, c'est un peu n'importe quand, c'est horrible. Et voilé comme lointain, etc., ça relève un peu de la mort, c'est dans le sens où c'est très dévastateur, très destructeur, très désagréable. En fait, c'est tellement désagréable que ça nous détruit, ça devient inhumanisant, c'est mortel, c'est cruel. On est presque, on va le voir à la fin, ce sera la gradation finale, le sommet, on est presque dans un crime. Et c'est un peu ce qui viendra, entre guillemets, à conclure, ouvrir. Ouvrir dans le sens l'ouverture de la conclusion, quoi. Ensuite, on avance, on continue, donc on avance dans la grotte, on se faufile, entre guillemets, c'est pour la petite anecdote sonore, c'est ce qu'elle veut dire. On arrive à la ligne 15 avec la locution impersonnelle, il semblait que, qui crée une transition. En effet, on passe d'une description auditive, donc on parlait là, il n'y a aucune parole, il n'y a pas d'ambiance auditive, à part ces coups des gouttes d'eau qui sont très désastreux, dévastateurs, horribles. Et maintenant, il semblait que maintenant on va plus arriver dans une atmosphère visuelle. Donc là, on va étudier le côté visuel, où il y a l'adjectif
l'adjectif noir inconnu. Noir inconnu, donc c'est... Et le mot ténèbres qui font référence encore une fois à cette idée de la mort, hein. Même juste avant, il y a sans un écho dans l'air mort, toujours ligne 15, l'air mort, ténèbres, noir inconnu. Ça montre que c'est sombre, que c'est un peu fatal, c'est un côté un peu fatal. Ça fait presque penser aux ténèbres, c'est un peu ténébreux, c'est presque diabolique, c'est criminel, ça fait peur, c'est une atmosphère un peu d'Halloween, mais négatif, quoi. Un Halloween réel dans le sens où enfin, ça fait peur, c'est vraiment, il y a un côté horrible, il y a quelque chose d'horrible qui s'y produit et qui fait sursauter, qui est très déplaisant à imaginer, évidemment. Heureusement, on le vit pas tous, on l'a pas tous vécu, je l'espère, pour vous. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à visualiser d'un point de vue auditif, à l'entendre, quand je vous le dis, quand je vous l'énonce, ou à l'imaginer d'un point de vue visuel dans notre tête, ça paraît très, très gênant. Mais au-delà de gênant, c'est vraiment désagréable, même si ça nous fait souffrir à distance, même si enfin, même si on ne le véhicule pas. Rien que de l'imaginer, le percevoir, c'est déjà, ça nous fait souffrir. Souffrir, pardon, pas s'ouvrir. Au contraire, ça nous ferme. Pour la petite anecdote. Voilà, ensuite, les participes passés épaissis et alourdis. Donc, on est à la ligne 15-16. Épaissis par les poussières volantes du charbon, alourdis par des gaz. Agrémente, encore une fois, l'horreur du lieu, l'inconvenance du lieu, qui, toujours une fois, agrémente justement cette idée de souffrance pour les prolétaires, pour les ouvriers. Ensuite, le suffixe âtre de l'adjectif rougeâtre, donc l'adjectif de couleur rougeâtre. Enfin, c'est pas l'adjectif qui est de couleur rougeâtre, c'est l'adjectif de couleur, un adjectif de la catégorie des couleurs. Et je cite lequel, rougeâtre. Avec le rougeif âtre, donc déjà le suffixe âtre, généralement, ajouter ce suffixe âtre, c'est assez péjoratif. Quand on dit une couleur jaunâtre, rougeâtre, c'est la couleur est de couleur jaune ou rouge, mais un rouge ou un jaune négatif, un peu péjoratif, un peu moche, un peu, désolé du langage familier, mais dégueulasse. Et la couleur rouge, surtout, ça fait penser à quoi? Au-delà de penser à la couleur de tomate, ça fait surtout penser à la couleur du sang, en référence à brûler le sang, ligne 4. C'est le champ lexical, c'est l'idée de la souffrance. Le sang, c'est quoi? C'est une conséquence d'un acte de souffrance. C'est la conséquence corporelle de la souffrance, entre guillemets, notamment. C'est pas la seule, mais c'est une des conséquences corporelles péjoratives, négatives de la souffrance. Et donc rougeâtre, ça désigne justement cette couleur rouge du sang, la couleur physique. Et donc c'est pour ça que c'est très douloureux, et c'est pour ça qu'on pourrait presque, là on arrive presque sur la fin du texte avec cette idée un petit peu de crime. Et toujours dans cette idée visuelle où on ne voit rien, évidemment, il y a ligne 17-18, la locution impersonnelle, on ne distingue rien, suivi, enfin ligne 19, donc un peu plus loin, juste après, il y a le groupe nominal nuit profonde. Donc voilà, donc on ne distingue rien, ligne 17-18, nuit profonde, qui est la ligne 19. Ça indique justement, encore une fois, cette atmosphère un petit peu ténébreuse de nuit, sombre. On voit rien. Donc, heureusement, il faut s'éclairer. Mais s'éclairer avec quoi? Une lampe qui nous brûle le visage. En plus, il y a les gouttes d'eau qui sont dérangeantes. Donc, on doit se tordre le cou. Enfin, c'est inhumain, quoi. Physiquement, le soir, on rentre. Après une journée de mine, on est déjà quasiment mort. Déjà, une journée, c'est déjà un record de tenir. Donc, imaginez une vie pour un ouvrier qui dure plusieurs années. Et en plus, qui sont très mal payés, qui sont payés quasiment moins d'un SMIC. Je peux vous dire que c'est vraiment immortel, hein. C'est inhumain. C'est pour ça que ça invite vraiment Zola nous invite vraiment à une révolte, à une rébellion, par le biais du personnage de Maheu et de l'entier. L'entier, on va le voir. Enfin, dans le texte, c'est par le. Non. Oui, c'est ça, en fait. C'est l'entier dans l'œuvre qui invite à la rébellion, mais à travers ce texte, Zola nous invite à une rébellion envers Maheu. Enfin, pas envers Maheu, mais dans le sens pour Maheu. Pas seulement par pitié, parce que ce serait déshonorant, mais plus par soutien, par empathie, par compassion, par admiration de la souffrance, de la grande souffrance, surtout qu'on sait qu'il souffre le plus, hein, ligne 1, c'était Maheu qui souffrait le plus. Là, on est vraiment dans la compassion envers le personnage qui a souffert le plus, qui est en l'occurrence notre cher Maheu. Ensuite, il y a un champ lexical, ligne 20, le champ lexical du corps humain avec les comptes rondeur de hanche, bras noueux, tête violente, présente le sommet, le plus haut point de la souffrance, déployant presque un côté, justement, donc là, on rentre vraiment dans le côté criminel, hein, ligne 20, encore une fois, hein. C'est, voilà, rondeur de hanche, bras noueux, tête violente, c'est toutes les souffrances physiques qui sont accentuées, et c'est pas que le visage, c'est pas que le tordre le cou, voilà, c'est vraiment la rondeur des hanches, les hanches rondes, complètement abîmées, les bras noueux qui sont ennoués, donc désarticulés, entre guillemets, on pourrait dire, peut-être pas à ce point-là, mais quand même, une tête violente, donc une tête qui souffre par la brûlure de la lumière,
par le torticolis pour éviter les gouttes d'eau, par les conditions sonores horribles, les conditions visuelles inexistantes. Enfin, il n'y a pas de conditions visuelles, quoi, c'est ce qu'elle veut dire, parce qu'on voit rien, il fait sombre, c'est ténébreux. Donc je me répète, mais c'est vraiment important d'insister sur l'ampleur du texte, sur l'ampleur présentée par la souffrance du texte. La souffrance de la mine qui est infligée à Maheu et qui nous fait ressortir sous forme d'une invitation à la révolte par Zola, l'auteur, notre cher romancier. Néanmoins, après ce sommet au plus haut point, cette gradation vraiment très ascendante, il y a une légère atténuation des faits à la ligne 21, ligne 21 ou 21 comme vous préférez dire, par le verbe luisait, conjugué à l'imparfait de l'indicatif, et ainsi que le groupe nominal reflet de cristal qui, cette fois-ci, met entre guillemets en valeur les roches. C'est-à-dire que, ok, bon, elles font chier, entre guillemets, hein, désolé pour le langage familier, elles sont très dérangeantes, horribles d'un point de vue au niveau du travail, pour le travail des hommes. Elles sont horribles puisqu'elles font tomber des gouttes d'eau qui sont assourdissantes, qui provoquent de la sueur, et elles sont renfermées, elles créent une atmosphère fermée, très chaud, il fait chaud, ça crée de la sueur, ça fait des bruits insupportables, assourdissants, et en plus on voit rien. Néanmoins, elles sont quand même jolies, donc c'est souligné qu'elles sont jolies, qu'elles brillent, voilà, qu'elles luisent, luiser, ça veut dire qu'elles sont brillantes. Et le reflet de cristal, c'est le reflet, c'est-à-dire que quand il y a un reflet, c'est que ça brille, c'est qu'il y a une lumière. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une antithèse et une atténuation des faits pour souligner la brillance du lieu de la roche. Et c'est vraiment une opposition des hommes qui sont entourés par justement cette roche qui leur crée plusieurs douleurs. Et ces douleurs qui sont presque fatales, mortelles. Enfin, donc aux dernières lignes, 23-24, donc c'est ce qui vient conclure le deuxième mouvement, ce qui introduit bientôt la conclusion pour finir ce texte, c'est les groupes nominaux allaitement des poitrines, ainsi que le grognement de gêne et de fatigue, qui soulèvent les derniers signes de vie possibles et la souffrance silencieuse qui en découle. C'est-à-dire, donc, il n'y avait que, donc l'introduction avec la locution impersonnelle, il n'y avait plus que l'allaitement des poitrines, le grognement de gêne et de fatigue. C'est-à-dire que c'est tellement fatal que ce qui reste, il nous reste à peine un allaitement de poitrine, donc ce qui nous reste légèrement pour vivre. Il nous reste vaguement une vague respiration très, très difficile. Enfin, il devient difficile même de respirer et on peut à peine souffler. Enfin, notre corps arrive légèrement et tout à peine à souffler. C'est même pas un souffle, c'est ouais, un léger souffle des poitrines, donc du cœur, mais c'est même pas par la bouche. C'est même pas une respiration normale, c'est vraiment un léger souffle. Et ainsi qu'un léger grognement, un léger bruit du corps, un peu de secours, en mode secours, de gêne, de fatigue, donc de la souffrance. Donc en fait, on comprend qu'ils souffrent en silence, quoi. Ils sont même pas là à crier. On nous dit pas qu'ils crient, qu'ils gueulent, voilà. On dit que ce qui leur reste, en fait, ils souffrent en silence, ce qui souffle, entre guillemets, de manière d'urgence, c'est juste un vaguement air, quasiment de mort de poitrine, ainsi qu'un léger grognement soulignant le côté gênant et fatigant. Mais entre guillemets, on peut comprendre qu'il meurt en silence, quoi. Désolé pour le langage familier, mais c'est vraiment ça. Voilà pour la fin de le deuxième mouvement, le deuxième et dernier mouvement. Nous voilà donc à la conclusion, donc ce qui résume un petit peu tout ce qu'on a dit, même si ça se répète, c'est que nous avons vu à travers ce texte, en comparaison avec le texte précédent, sur la nuit d'ébauche de la peau de chagrin de Balzac, où c'était toutes les souffrances du réveil causées par l'ivresse et la soirée fatigante de la veille, et ben là on est dans toutes les souffrances causées par la mine infernale, le côté infernal, où c'est aveuglant, on voit rien, c'est sombre, c'est noir, c'est ténébreux, ça fait peur, l'atmosphère qui fait peur, on voit rien, c'est souffrant, il y a des bruits assourdissants par les gouttes d'eau et de la roche qui tombe, on voit rien, donc on est obligé de s'accrocher, des lampes qui nous brûlent la tête, qui sont prêts à nous brûler le sang, brûler le crâne, nous rendre complètement dingue, qu'on est obligé d'accrocher sur le visage. On est obligé pour essayer de pas souffrir, de se tordre le cou, mais en fait, dans tous les cas, toutes les postures qu'on peut prendre pour essayer d'éviter le bruit de la roche ou l'inconvénience de sa proximité, donc le fait qu'on soit empaqueté dedans, serré dedans, et ben en fait on est obligé de se tordre, mais c'est quand même, on se fait quand même souffrir. Pour d'une manière plus simple, autrement dit, même en essayant de lutter contre la souffrance, on va utiliser un autre moyen, peut-être qui va nous faire moins souffrir, mais qui va quand même nous faire souffrir. Dans tous les cas, on souffre, et c'est tellement souffrant, on peut même pas se révolter. En fait, à la fin, ce qui reste, c'est à peine des murmures, à peine des bruits d'humains, de faim. Enfin, on souffre en silence. On est obligé de souffrir en silence, et en plus, ils travaillent pour des salaires minables.
Donc c'est vraiment inhumain. En fait, ce que souligne Zola à travers ce texte, c'est le côté inhumain. Inhumain, les hommes sont déshumanisés, c'est plus déshumain, c'est inhumain, c'est criminel. Au-delà de côté humain, c'est même criminel, c'est un crime, hein. C'est presque un crime contre l'humanité. C'est pas le mot le plus adéquat, mais c'est un peu cette idée-là. Bon, plus atténué quand même. Mais voilà, c'est vraiment un crime qui est commis puisque les hommes ne sont plus des humains. C'est affreux, c'est horrible. Et ce que invite Zola, par le biais de l'entier, enfin, par le biais de Maheu, il invite un petit peu qu'on ait pitié de lui, mais une pitié gentille, enfin, dans le sens plutôt une compatie, enfin, une certaine forme de compatie, qu'on compatisse pour lui, qu'on essaye de l'aider, qu'on essaye de se révolter pour lui. Et par le personnage de l'entier dans l'œuvre, donc pas dans l'extrait, mais dans l'œuvre, c'est lui qui va essayer de nous inviter à se révolter par le biais de ce personnage. Malheureusement, ça va pas forcément être simple. Voilà, il va falloir faire face à des hauts dirigeants des usines ou des personnes hautement placées dans la politique, etc. Et en fait, cette ouverture, elle est là, elle est dans cette invitation à la rébellion, par compatie pour Maheu, même par côté humain, pour sauver un humain. C'est un humain, Maheu, donc pour le sauver, entre guillemets, ou ça, c'est plus pour le texte, parce que l'idée de l'entier, c'est bien, mais c'est sur l'œuvre, mais sur le texte, on est dans Maheu. Donc le texte nous invite vraiment à sauver Maheu, à se remettre en question, à essayer de sauver Maheu, et justement défendre ses idées à l'avenir pour nos générations quand ça arrive, de l'idée voilà, de défendre les prolétaires, les ouvriers, améliorer les conditions de travail des hommes, de manière générale, hein, pas que dans les usines, donc dans des conditions difficiles, dans les endroits difficiles, et aussi améliorer voilà, leurs conditions de vie. Donc ça peut être permettre d'avoir du meilleur matériel, des meilleures conditions, moins de temps de travail et des meilleurs salaires. Ça peut être ça. Voilà, c'est ça en ouverture, c'est ça que propose le texte en ouverture, ce que nous pouvons insinuer et comprendre. Voilà, je vous remercie. Le texte 12 s'achève. Voilà pour cette séquence avec les 12 textes. Et il y aura les 4 suivants sur la poésie qui arriveront donc avec les 3 principaux sur Arthur Rimbaud avec ses cahiers de Douai. Donc 3 poèmes, un texte, un poème, je suppose, ce qui est logique. Et le dernier texte sera sur le premier de la séquence ou le dernier, ça dépend, parce que là par exemple pour le roman je l'ai fait en dernier, et pour le théâtre et la littérature d'idées c'est en premier, mais du coup on verra. Mais en tout cas il y aura un texte complémentaire sûrement d'un autre grand écrivain, poète de cette époque, comme Charles Baudelaire ou je ne sais qui d'autre. Ou Mallarmé, Stéphane Mallarmé, etc. Voilà, en tout cas je vous remercie, le texte 12 est maintenant fini et s'achève, comme la vidéo. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie donc pour votre attention et votre écoute.